Enquête d'accord, l'art de communiquer et d'être en lien. Bienvenue dans Enquête d'accord, la chaîne qui vous invite à explorer le lien humain par la communication. Notre quête, qui peut être la vôtre si vous l'acceptez, est d'interroger notre intelligence collective pour mieux nous accorder. Je m'appelle Imane et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Jordi. Bonjour Imane. Quel plaisir de t'accueillir ici. Merci, avec beaucoup de joie d'avoir ce moment de partage avec toi. Je suis ravie que tu sois là, je suis ravie que mon premier échange soit avec toi. On a déjà eu un contact et je suis vraiment honorée de ta présence et hâte d'échanger avec toi. Alors, je suis très honorée aussi. Merci beaucoup. Merci Jordi. Alors, aujourd'hui, je t'accueille pour parler de communication interprofessionnelle, plus particulièrement dans des milieux, on va dire, dynamiques, à haute intensité, des endroits où la communication prend tout son sens, où elle est encore plus importante, l'enjeu est encore plus important avec des attentes en termes de fluidité, en termes des fois de sécurité, en termes de productivité, hein, c'est souvent le cas. J'aimerais pouvoir entendre ton avis sur certains sujets et certains items du sujet notamment. Et avant toute chose, je souhaitais que tu puisses te présenter à tout le monde, à moi et à tout le monde, même si je te connais parfaitement. Ok, donc je m'appelle Jordi Turc, j'habite à Lyon depuis, je pense, 2006, je crois. Je suis originaire de la région stéphanoise. J'ai un organisme de formation en coaching, en PNL, thérapie brève aussi. Je fais de l'accompagnement depuis 2009. J'ai commencé à accompagner des personnes, d'ailleurs juin 2009, donc ça fait pile 16 ans d'ailleurs. Et auparavant, j'avais une vie d'artiste puisque j'étais aussi auteur-compositeur, je faisais de la musique, j'ai été prof de théâtre d'impro, donc il y avait cet aspect très communication aussi. Ça je ne savais pas. Voilà, c'était vraiment j'ai travaillé longtemps dans le milieu artistique avant de me lancer dans l'accompagnement, parce que j'ai été très attiré toujours par la dimension humaine, la communication, l'artistique. Ce qui m'intéressait avant, c'était la profondeur aussi, aller chercher dans l'art le beau, le profond, et en fait, en découvrant vraiment la psychologie humaniste, en fait, le courant humaniste en psychologie, du coup, ça m'a vraiment séduit, ça m'a fait beaucoup de bien déjà dans ma vie personnelle, et ensuite j'ai eu envie de pouvoir le partager. Donc après je me suis lancée dans des parcours de formation et c'est pas fini. Et c'est jamais fini parce qu'en fait depuis 16 ans je me forme, en fait toutes les années je trouve un nouveau truc pour perfectionner, pour pas s'ennuyer aussi, parce que dans tous les métiers au bout d'un moment on raconte un peu toujours les mêmes choses, mais l'être humain est tellement riche, et en plus il y a tellement de choses qui sont encore en découverte, ça avance. La psychologie, c'est quand même assez récent dans l'histoire de l'humanité, hein, quand on pense, on revient 100 ans en arrière, enfin je veux dire, par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui et comment on voyait les choses il y a 100 ans, enfin c'est incroyable de voir toutes les avancées qui existent. On a la chance d'être dans une époque où il y a une très très grande variété, une très grande richesse de disciplines en lien avec la psychologie. Et en fait c'est incroyable parce que finalement on ne s'arrête jamais d'apprendre sur le fonctionnement humain, sur les besoins. Des fois on pourrait un peu pécher par ego à se dire, avec toutes les formations qu'on a fait, au bout d'un moment c'est bon, on a compris, mais non, en fait il y a toujours des nouveaux modèles, des nouvelles cartes, des nouvelles manières d'affiner, et je vois ça finalement, moi qui suis un artiste à la base, avant d'être un accompagnant dans mon histoire professionnelle, je trouve que c'est un art, la relation humaine, et c'est une passion. Et j'ai une amie que je côtoie depuis très longtemps, qui est dans cette même dynamique que moi, qui avait son organisme, maintenant elle est à la retraite, et on peut en parler encore des heures et des heures quand on se voit, alors qu'on travaille dans ce milieu. Donc quand on se voit, on se dit on pourrait parler d'autres choses. Et puis non, et en fait je dis c'est fou, on en parle encore des heures, et elle me dit oui, on est un peu comme deux samouraïs, on affine notre art en fait, on ne s'en lasse pas, parce que finalement c'est
c'est tellement riche tout ça. Donc voilà, ravi de pouvoir apporter une contribution dans l'échange qu'on a. Et tu imagines ce que ça représente pour moi qui commence cette exploration, qui démarre et qui a tout à apprendre. Donc ça va être passionnant. Alors, donc pour en revenir à notre sujet, Jordi, je voulais savoir si je sais que tu interviens régulièrement dans des groupes, dans des entreprises, des milieux que je t'ai déjà décrits, à savoir des milieux de haute intensité où il y a des enjeux et en termes de temps et en termes de productivité. Est-ce que tu as eu l'occasion de participer à des cellules, à des progressions, à des équipes qui t'ont demandé d'intervenir et de les aider à mieux interagir, à mieux communiquer? Oui, régulièrement en 16 ans c'est ton métier. de pratique, c'est vraiment, oui, ça m'est arrivé dans plein de milieux différents. D'ailleurs, c'est une très grande richesse, je trouve, et une grande chance dans ce métier. Je le dis toujours parce que je forme aussi vraiment des coachs. Et je dis toujours, mais en fait, c'est un métier, on a cette chance de côtoyer des environnements, des cultures, en termes des cultures professionnelles, qu'on n'aurait jamais connues dans notre vie. Et quel avantage, quelle richesse de pouvoir finalement rentrer, avoir une porte ouverte dans ces milieux-là. Mais c'est tellement riche, on apprend. Alors bien sûr, on transmet sur ce qui est de l'ordre de la relation et du fonctionnement humain, mais de découvrir ces milieux-là, c'est toujours tellement captivant et intéressant parce qu'on se fait une représentation souvent des milieux. Et puis quand on rentre dedans... alors des fois ça confirme aussi des choses qu'on pensait, mais aussi des fois on se rend compte qu'on connaît, enfin on se connaissait pas et c'est des grandes découvertes, des grands plaisirs. Donc c'est toujours pour moi très très riche de rencontrer des nouvelles entreprises. Est-ce que tu me confirmes que les difficultés sont universelles? Est-ce que tu me confirmes que partout c'est compliqué, que c'est dur d'interagir, que la fluidité est une compétence et non pas quelque chose d'acquis? Oui, c'est-à-dire que j'aime souvent donner cet exemple sur le côté de l'équipe et de la cohésion d'équipe. On a beau avoir les meilleurs ingrédients, des fois la mayonnaise elle prend pas. et en fait, une équipe c'est la somme d'intelligences qui se mettent au service donc du commun. Et comment on sait que la mayonnaise, elle prend? C'est quand la somme des intelligences dépasse vraiment de manière très très flagrante et observable, parce que quand j'interviens, j'ai des tests qui le démontrent et qui permettent de l'analyser. Il y a des tests qui permettent de mesurer mesurer si l'intelligence collective a dépassé toutes les intelligences individuelles. Ah mais comment ça s'appelle? Je ne connais pas. En fait, c'est un test, c'est à travers d'un jeu, par exemple, que je fais faire aux personnes, qui nous permet de mesurer, par exemple, le travail de cohésion d'équipe, où je leur demande de faire un jeu dans lequel je ne leur donne pas la réponse et dans lequel ils vont avoir un score individuel pour avoir trouvé une bonne stratégie. C'est un jeu de stratégie où il faut réfléchir et prendre des décisions dans un temps rapide. Et ensuite, donc ils font déjà ça tout seuls. Et ensuite, je leur demande de refaire le même test, mais cette fois-ci, ils vont devoir donner une réponse collective. C'est-à-dire qu'ils vont devoir se mettre d'accord sur la meilleure stratégie à adopter, sur les meilleures réponses à donner. Et c'est flagrant que les équipes qui n'ont pas de maturité émotionnelle, le score collectif va être inférieur à certains scores individuels. Donc là, dans ces cas-là, souvent ce que j'amène, c'est qu'il y avait des personnes qui auraient pu apporter une valeur ajoutée, mais qui étaient beaucoup trop en retrait et qu'on ne les a pas écoutées, puisque du coup, toutes seules, elles s'en sortent mieux qu'en groupe. Et les équipes qui marchent bien, les scores collectifs sont sont vraiment meilleurs que tous les scores individuels. C'est-à-dire que c'est vraiment grâce à l'équipe, la synergie. Voilà, grâce vraiment à la synergie de l'équipe qu'ils ont pu vraiment être beaucoup plus intelligents que chacun tout seul, et ça se voit vraiment mais c'est dans les résultats. C'est super intéressant ce que tu viens de dire, Jordi. Ça veut dire qu'il y a quelques éléments qui pourraient être en retrait, dont l'intelligence n'est pas utilisée
pour le fonctionnement du groupe. Absolument. Et souvent les cas que j'observe, et là c'est quand même assez universel, donc quels que soient les milieux qu'on côtoie, c'est qu'on va écouter les gens qui parlent fort, les gens qui sont très sûrs d'eux. Et moi ce que le truc qui fait rire dans les équipes, c'est que je dis mais regardez la personne qui parlait pas beaucoup, qui était discrète, qui était en retrait, qui osait pas trop donner son avis. Et ça arrive souvent que elle est en train de vous dire les choses qui auraient pu vraiment servir à tout le monde dans la stratégie, mais personne l'a écouté. Et tout le monde s'est mis un peu en référence sur la personne qui était très affirmée, qui parlait fort, qui était très très confiante, alors que cette même personne disait d'énormes bêtises en fait, et tout le monde la suit. Alors ce que tu dis, c'est hyper important. Parce que du coup, je me dis que apprendre à communiquer, ça devrait être un devoir. C'est-à-dire que, au fait, nous avons besoin clairement de toutes les intelligences et apprendre à communiquer, c'est une compétence qui doit être donnée à chacun pour pouvoir participer à sa mesure, à l'équipe. Et une équipe, en fait, pour qu'une équipe puisse vraiment développer son meilleur potentiel, c'est là où justement le coaching est passionnant, c'est que l'équipe a besoin d'être accompagnée pour naître à elle-même, pour comprendre en interne vraiment ses fonctionnements, ses qualités, ses risques aussi. Chaque équipe par contre a des patterns. Les patterns, ce sont des schémas qui se reproduisent. Chaque équipe a des patterns qui sont assez différents, c'est-à-dire que là pour le coup ça sera pas universel. On va avoir des manières de faire qui seront propres à chaque équipe. Mais ce qui est sûr, c'est que le coaching va permettre d'amener cette conscience pour faire grandir l'équipe dans son meilleur potentiel. Chose que, voilà, il y a ce besoin d'accompagnement. C'est assez compliqué si ça n'est pas fait. Et je pense même, par exemple, dans le milieu sportif, on peut avoir, par exemple, dans le foot, de très, très bons joueurs. Mais s'il n'y a pas d'accompagnement, de coaching sur la cohésion et que ça ne passe pas du groupe à l'équipe, vous pouvez avoir, avec les meilleurs joueurs du monde, un match qui va être catastrophique parce qu'il n'y aura pas d'intelligence collective, il y aura pas cette coopération, l'équipe, ça ne sera pas une équipe. Okay. Donc le sport est un excellent exemple, au fait. Ouais. La préparation sportive et la préparation mentale est un excellent exemple et source d'inspiration. Et dis-moi, Jordi, quels sont les principaux problèmes que tu rencontres justement dans ce genre de groupe auquel tu as dû intervenir? Quel est le problème régulier que tu rencontres? Les gros problèmes réguliers. Alors, je sais qu'on va parler de PNL puisque ça fait partie des disciplines que j'enseigne, mais j'enseigne aussi la discipline de l'analyse transactionnelle. Pour moi, les problèmes que je vais voir qui sont le plus récurrents, c'est les jeux psychologiques qu'on peut avoir comme modèle dans l'analyse transactionnelle. Tu parles de dynamique de groupe ? Dans les dynamiques de groupe, voilà. Est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, Jordi, bien sûr, bien sûr. L'analyse juste transactionnelle en 2 mots. L'analyse transactionnelle, donc c'était une discipline, une théorie de la psychologie créée par Eric Berne dans les années, je crois, 60, qui, lui, il était à la base, il était psychiatre et psychanalyste. D'ailleurs, il a raté le fait d'être psychanalyste. Il n'était pas complètement tout le temps d'accord avec Freud. Et il a créé une théorie qui permettrait de manière plus simplifiée de vulgariser un petit peu des savoirs qui sont peut-être un peu trop élitistes dans le langage de la psychanalyse classique, pour pouvoir créer un modèle qui permet de comprendre les interactions humaines de manière très simplifiée, en vulgarisant ses savoirs. Et il avait une vision de la thérapie, de l'accompagnement, de se dire que d'habitude dans la psychanalyse, il y a le sachant qui est le psychanalyste, qui est le haut détenteur de cette connaissance, et puis il y a la personne qui explore son inconscient mais qui sait pas tout ce que voit le sachant. Et lui avait vraiment cette approche dans le courant humaniste qu'on retrouve dans l'analyse transactionnelle, mais d'ailleurs dans d'autres disciplines du courant humaniste, qui est d'ailleurs ce courant préféré, en tout cas celui que j'affectionne le plus sur la psychologie, c'est de considérer que la personne, elle est plutôt dans une relation d'adulte à adulte, c'est-à-dire d'égal à égal, et que le thérapeute va partager ses analyses, ses outils avec la personne pour qu'elle-même,
un peu à la manière de Socrate, par le questionnement, par la maïotique, le questionnement, puisse comprendre où est-ce qu'elle se situe par rapport à ces modèles, etc. Oui. Donc, c'est pour ça que les savoirs doivent être vulgarisés de manière simple. Oui. Pour que la personne qui est accompagnée dise ah oui ben dans ce schéma-là je pense que je prends ce rôle-là et voilà ce que je me rends compte de là où j'en suis. Ça permet à la personne qui est accompagnée d'être beaucoup plus actrice et responsable et adulte dans sa vie que d'être dans une relation un petit peu parentale où il y a le sachant et puis l'ignorant qui vient écouter ou se confier auprès de son sachant. Voilà. Et donc, il a créé cette analyse transactionnelle qui va vraiment analyser les interactions entre les individus et notamment les postures qu'on va prendre. Alors, l'un des principes majeurs de l'analyse transactionnelle, et tu vas vite comprendre dans les équipes comment ça se joue, on va avoir ce qui s'appelle les états du moi. Donc, les états du moi, il va y avoir donc 3 parties en nous, partie enfant, partie adulte, partie parent. Ces mêmes parties sont découpées en plusieurs autres sous-catégories, mais déjà parlons de ces 3 grandes catégories. La partie enfant, c'est vraiment la partie de nous qui s'émerveille ou qui vit la relation à l'autorité ou aux autres de la même manière qu'on pouvait le vivre quand on était petit. Donc soit on était un enfant qui apprenait à être très obéissant, soit on était un enfant plutôt rebelle qui aimait défier le cadre, défier l'autorité, ou un enfant très spontané, vraiment voilà. L'adulte, c'est la partie qui va être très responsable, qui va analyser les choses, prendre du recul, assumer ses actes, voilà, se responsabiliser. Et la partie parent qui va du coup tantôt donner des règles de sécurité, poser un cadre, savoir mettre des limites également, mais aussi savoir prendre soin de l'autre, lui donner parfois dans ce cadre, s'il est trop rigide, des permissions, savoir réconforter, savoir encourager, voilà. Et donc, ce qui se passe dans l'analyse transactionnelle, donc il y a beaucoup d'études des interactions entre les gens, puisque dans ces différents états du moi, on va avoir un des états du moi prédominants dans la manière dont on s'est construit. C'est-à-dire que dans notre personnalité, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus en contact avec la partie enfant, donc plutôt des gens qui sont un peu plus associés à leurs émotions. Alors ça peut prendre différentes formes, soit des gens qui sont très expressifs, très créatifs, soit des gens qui sont plutôt réservés, timides et qui attendent dans le travail, par exemple dans une équipe qu'on fasse bien ce qui est attendu d'eux, un peu très disciplinés, d'autres plutôt j'aurais envie de dire engagés dans des syndicats, non, on va se rebeller contre l'autorité, etc. Et d'autres qui sont très parents, c'est-à-dire soit des parents très sécurisants, très cadrés, mais parfois un peu trop autoritaires et enfermants et rigides, soit des parents trop permissifs, trop aussi intrusifs, voire déresponsabilisants, à considérer que les gens n'ont pas les compétences et qu'il faut faire à leur place. Et en fait, la porte de sortie dans tout ça, ça va être pour tous, ça sera la posture adulte. Donc la posture adulte, c'est d'être dans une conscience des choses et un bon discernement, de savoir, selon les contextes, qu'est-ce qui va être le plus approprié dans ma posture. Par exemple, si on est au moment de la pause et qu'on raconte des blagues et qu'on a fait une bonne journée de travail, ben pourquoi pas là être un peu plus en contact avec l'enfant, parce que si on reste dans une posture très parent sur les règles, etc., ben peut-être qu'on va bien bosser, mais on va pas trop rigoler dans l'équipe, quoi. On va pas. Voilà. Il n'y a pas de cohésion. Il y aura pas beaucoup de cohésion. Et donc, ce qui se passe, Eric Berne, dans ses premiers ouvrages, je crois l'un de ses premiers ouvrages s'appelle « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?» Et c'est fascinant, les positions, très rapidement. On peut observer chez les gens les postures qu'ils vont prendre et on va très très vite voir qui prend le rôle du parent, qui prend le rôle de l'enfant. Ça se joue très très vite. Et de là, vont se mettre en place ce qui va s'appeler des jeux psychologiques, ce que je te disais ou les dynamiques de groupe. Dans les dynamiques de groupe, il va y avoir ces jeux psychologiques qui vont se mettre en place. C'est-à-dire que certaines personnes vont être plutôt dans des parties enfants, c'est-à-dire à se plaindre, donc à jouer. Après, il y avait Karpman qui a apporté ses pierres à l'édifice à l'analyse transactionnelle. Donc des postures de victime par la plainte, par la justification, par voilà, se sentir dépassé, impuissant, découragé, etc. D'autres qui vont jouer les sauveurs, c'est-à-dire ils vont détecter
Chez ceux qui sont en difficulté, comment les aider, et ils vont en général se surcharger de travail et beaucoup s'épuiser. Et puis d'autres qui vont jouer le rôle des persécuteurs, les redresseurs de tort, ceux qui sont antipathiques, etc. Sauf que ces dynamiques-là engendrent des changements dans les postures. Et c'est là on appelle ça du jeu psychologique. C'est-à-dire que dans ce triangle infernal qui est le triangle du persécuteur, de la victime et du sauveur, les rôles changent en fait. C'est-à-dire que la victime se plaint, le sauveur l'aide beaucoup, le persécuteur persécute sa victime, etc. Et puis la victime peut se transformer en persécuteur parce que à force de se plaindre... Pigé. À force de se plaindre, les gens en ont marre, donc ils disent oui, mais tu te plains, donc tu nous décourages, donc on commence à en avoir marre. Donc sous couvert de victime, en réalité, elle persécute un petit peu le groupe ou le met en échec. Le sauveur peut aussi devenir persécuteur parce qu'à un moment donné, il peut s'impatienter d'avoir beaucoup aidé et que finalement la victime ne bouge pas. Le persécuteur peut, dans son impatience, ne pas avoir été compris dans le message qu'il voulait faire passer dans le fond. La forme n'allait pas, mais peut-être que le fond devait être entendu et pris en compte. Et donc, du coup, il peut se retrouver victime. Enfin, voilà. Donc, on peut avoir beaucoup, et ça, c'est très universel pour le coup. Alors, ça veut dire que, quels que soient les milieux. Bien, Jordi, quand on est dans une équipe, quand on fait une analyse transactionnelle, et qu'on comprend comment se fait la dynamique, est-ce qu'on peut, par la conscience et la compréhension de cette dynamique, modifier au fait le... Absolument. Et c'est tout l'un des principaux travaux que je fais. Quand je fais du coaching, quand j'interviens, ce que je repère dans les premiers instants dans les dynamiques de groupe, ça va être ça. Ça va être tu le vois rapidement. Très vite, très vite. C'est vrai. Donne-moi des exemples. Après, il y a vraiment des choses qui sont un peu... alors déjà, avant de rentrer dans une équipe, quand j'interviens, souvent, la personne qui me fait intervenir, c'est le commanditaire. Et alors... Qu'est-ce que tu appelles le commanditaire ? Le commanditaire, c'est la personne qui dit... Alors, des fois, c'est la même chose. Donc, des fois, c'est le commanditaire, c'est le manager qui a dit « Aidez-moi dans l'équipe, il y a trop de tension, où ça marche pas suffisamment, donc où il y a carrément du conflit. Hein. Donc, on a besoin de faire venir un coach pour remettre les feux au vert parce que... ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas, et puis alors du coup ça leur coûte énormément d'argent, hein, parce que entre les arrêts maladie, clairement ça coûte. Et le turnover dans les entreprises, on n'est pas terrible. Efficace, tout le monde est mécontent et la productivité elle est en berne. Voilà, donc effectivement, la culture du coaching, elle n'est pas encore complètement bien intégrée. C'est pas un automatisme. Les gens ils ont souvent un peu une blessure d'orgueil qui leur dit mais on n'a pas besoin quand même de faire venir quelqu'un sur la relation humaine, comme si c'était un truc qui était pas encore. Voilà, c'est un petit peu l'image, tout ce qui est les aspects psychologiques, que quand on se fait accompagner, c'est qu'on a un problème. C'est ça. Non, enfin oui, il y a un problème, mais c'est cool. Enfin, c'est ok, on est humain et même quelqu'un qui accompagne, enfin moi-même dans ma vie il m'arrive encore malgré tout le travail que j'ai fait depuis des années, même bien avant d'accompagner des gens, d'avoir une posture à un moment donné qui va pas. La différence c'est que je le vois. La différence, c'est que je le vois et que je vais pas y rester. Je vais dire non, je me suis vu pédaler dans la semoule, je sors du vélo, je regarde, ah oui, je me connais bien, je sais que ça, c'est exactement ce que je suis en train de faire, donc je change. Mais c'est ok, on est vraiment tous Mais tu me dis que pareils. Les émotions n'ont pas leur place en entreprise, clairement. C'est pas que ça n'a pas sa place, c'est qu'en fait, les gens ont du mal à considérer que ça va avoir un effet qui va être vraiment productif. Après, c'est pas factuel. Voilà, et en plus, le problème, c'est que comme le métier n'est pas réglementé, il y a aussi beaucoup de gens qui font du coaching, qui ont des formations ultra courtes, voire quasiment pas formés, qui croient que leur expérience de vie personnelle, c'est ça qui va pouvoir apporter chez les autres. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà dans une posture de parents eux-mêmes et qui considèrent que les gens qui vont accompagner sont des enfants. Mais comme ils n'ont pas fait ni de formation ni de travail sur eux, ils se rendent pas compte qu'en fait c'est ce qu'ils vont générer en fait dans leurs accompagnements. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui se sont malheureusement fait accompagner, qui en ont subi les frais
et qui, dans un processus de protection, ont généralisé ça à se dire, j'ai essayé le développement personnel ou faire intervenir un coach, c'était la catastrophe, et du coup, c'est la profession qui en paie les pots cassés, alors qu'en fait, non, c'était peut-être la personne qui était pas bonne, tout simplement. Alors, Jordi, moi, j'ai affaire à toi, donc je sais que tout va bien, donc j'ai un expert en face de moi, donc je peux te poser la question. Quel est l'enjeu, au fait, d'une bonne communication au sein d'une équipe? Qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on gagne en productivité? Alors, est-ce qu'on peut déjà, donc, parler du de coup, ça? je vais répondre à la question que tu m'as posée juste avant, auquel j'ai pas complètement encore répondu. C'était, tu me demandais, est-ce que du coup, le fait de prendre conscience, ça va permettre de changer? Oui. Donc, dans la prise de conscience, oui, parce que justement, ça va être ça le rôle du coach. Ça va être d'amener les personnes à pouvoir sortir de ce qui s'appelle leur méconnaissance, c'est-à-dire ce qu'elles font mais qu'elles ne voient pas, pour pouvoir d'une part en prendre conscience, et une fois que les personnes ont pris conscience des dynamiques dans lesquelles elles se mettaient et l'impact qu'elles avaient sur les autres, on va passer sur ce qui s'appelle l'état désiré, c'est-à-dire, OK, compte tenu des prises de conscience que vous avez faites, maintenant, si on mettait un objectif en place, ça serait de vous engager dans l'équipe. Qu'est-ce que vous allez vous engager à faire de différent? Et chacun va prendre des engagements compte tenu aussi du feedback des autres, parce que le rôle du coach, ça va être aussi pour créer une cohésion, de libérer la parole. C'est-à-dire le coach va voir les schémas, comme tu me disais, est-ce que tu vois les choses rapidement? Bien sûr, je les vois. Mais les autres le voient aussi, sauf que les gens ne se le disent pas. Ils se le disent quand la personne n'est pas là. Ils se le disent entre eux à la machine à café. T'as remarqué un tel, hein? Oui, j'ai remarqué. Qu'est-ce qu'il est pénible, Jean-Jacques, quand il fait ça. Et elle qui se plaint tout le temps, machin. Ah oui, oulala, elle m'a piqué elle m'a pompé toute mon énergie, etc. Donc ça, c'est assez universel, quels que soient les milieux professionnels. Il y a ces dynamiques de jeu psychologique qui se font. Le rôle de l'accompagnement pour créer une équipe, ça va être de libérer la parole authentique, et que les gens puissent se parler, à se dire ce qu'ils ne se disaient pas avant, parce qu'il n'y avait pas le cadre de sécurité pour le faire. Et que du coup, il y avait une peur terrible que ça parte en vrille, que ça parte en conflit. Et effectivement, sans, je dirais, une personne qui va être là pour accompagner à mettre ce cadre de sécurité, et qui va être le catalyseur pour pouvoir absorber tout ça, reformuler peut-être avec des propos plus bienveillants dans la forme, l'idée de fond. Les gens ne vont pas se dire les choses dans les équipes, et c'est le non-dit. Alors ce qui est rigolo, c'est que les gens ne se disent pas les choses justement pour éviter les conflits, que ça parte en dispute, etc. Mais justement, en voulant éviter, les gens ne se disent pas suffisamment les choses, et en ne se disant pas suffisamment les choses, ils ne créent pas la relation de confiance, et les jeux s'enlisent, voire s'accentuent. Donc tout l'enjeu d'un accompagnement d'équipe va être de pouvoir être déjà soi-même une posture sécurisante pour les personnes, ce qui fait que effectivement, pour moi, si on fait du coaching ou de l'accompagnement mais qu'on n'a pas bossé sur soi, les gens qui vont être en contact avec nous vont pas ressentir cette sécurité, puisqu'ils vont avoir quelqu'un en face qui a une certaine fragilité, qui se sentent d'inconscient inconscient. Donc pour moi, c'est pas possible de juste faire, en tout cas pour les gens qui font de l'accompagnement, d'apprendre des techniques. Il faut vraiment bosser sur soi avant de se lancer dans le fait d'accompagner les équipes, pour avoir une posture d'être justement sécurisant pour le groupe, parce que c'est grâce à cette posture que les gens vont pouvoir se livrer à travers la personne qui accompagne, et l'accompagnant va faire en sorte que les gens puissent se donner du feedback. Ils ne se donneraient jamais du feedback sur la relation. Donc c'est vraiment d'ouvrir vraiment le dialogue et de créer un espace de sécurité dans cette ouverture de dialogue, pour que la personne qui reçoit ce que les collègues pensent de son attitude, puisque tout le monde y passe, qu'elle se sente pas rejetée, qu'elle se sente pas jugée, et que les gens puissent bien différencier que quand on ouvre la parole, on parle ici de comportement, ne juge pas la personne. On parle que de ses comportements. Et c'est OK de dire qu'on a tous des comportements qui sont super, mais qu'on a aussi tous des comportements qui saoulent tout le monde, quoi, où tout le monde en a marre, mais qu'on se voit pas faire, quoi. C'est ça. Donc, c'est vraiment d'ouvrir cet espace de communication qui va permettre, alors souvent, moi, je viens en 2 temps. Parce que comme je leur dis déjà, digérez les feedbacks que vous avez reçus, dormez dessus. Parce que si on va trop vite sur l'état désiré, le premier réflexe quand les gens comme ça découvrent leur fonctionnement avec cette parole libérée, et aussi la mienne qui voit les choses à travers mes outils, et qui donne aussi du feedback,
le premier mécanisme, c'est de s'en défendre. Hein. Et c'est pas pour rien qu'en psychologie, on parle de mécanisme de défense. Puisque un mécanisme de défense, c'est pour garder une certaine cohérence dans notre structure. Il y a des choses qu'on va faire dans notre vie qu'on ne se verra pas faire parce que ce mécanisme est là pour nous maintenir dans notre structure mentale, nous maintenir dans une cohérence dans notre fonctionnement. Donc quand on vient nous dire que nos comportements ne vont pas alors que ces comportements nous permettaient de nous en sortir, nos mécanismes de défense se mettent en œuvre et le premier réflexe émotionnel qui arrive, c'est de ne pas être d'accord. Souvent, quand on reçoit un feedback très riche, on a tendance à se mettre en opposition avec ce feedback-là. D'où l'importance de la forme et du cadre de sécurité de celui qui le donne et qui le reçoit. Parce que sans cette sécurité, c'est encore pire. La personne, du coup, justifie son manque de sécurité pour ne rien prendre du tout. Alors que s'il y a ce cadre de sécurité, la personne, le réflexe quand même émotionnel du mécanisme, c'est de garder, maintenir sa cohérence interne. Donc elle a tendance à pas trop prendre et il va falloir qu'elle le digère. Et qu'il y a un temps où elle se revoit faire dans l'équipe et qu'elle se dise oups. C'est peut-être vrai ce qu'on me dit. Eh ben c'est peut-être vrai parce qu'en fait là je suis en train de me voir faire. Et c'est à travers donc ce cheminement et cette conscience-là qu'après on va revenir dans l'équipe et on va dire ok, maintenant que vous avez reçu ce feedback, que vous êtes vu faire, donnez-nous vos engagements, ça sera quoi? Alors les gens ont beaucoup d'appréhension à se dire je vais prendre des engagements mais que je serais pas capable de tenir. Mais je leur dis mais c'est ça, c'est-à-dire que moi je vois, bien sûr c'est magnifique de pouvoir se remettre en question et de enfin voir un petit peu nos fonctionnements et puis nos fonctionnements d'ailleurs qui peuvent poser problème aux autres, mais ce que je veux dire par là c'est que nos fonctionnements nous rassurent en quelque sorte et nos excès sont là aussi pour qu'on puisse garder l'équilibre et s'engager à s'en défaire du jour au lendemain, c'est peut-être se mettre en situation d'impuissance ou de simple difficulté, je veux dire. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir rapidement et d'autres qui mettent peut-être un peu plus de temps. C'est vrai Absolument. Que la conscience déjà là-dessus permet éventuellement d'engager au moins ce processus. Alors, en fait, voilà, donc par rapport à ça, quand une personne va prendre un engagement, c'est un engagement. Ça ne veut pas dire que je vais réussir à le manifester tout le temps, mais au moins je me suis engagé dans l'équipe à être dans ce processus-là vis-à-vis de la relation aux autres. Et surtout, ça veut dire que du moment que j'ai pris cet engagement, le jour où je n'y arrive pas, parce que je ne peux pas y arriver vu que c'est pas un fonctionnement très habituel, et que l'équipe est née, c'est-à-dire que ça y est, l'espace de parole est libéré, le cadre de sécurité y est, et on va pouvoir se dire les vraies choses, ça veut dire que les autres vont avoir le droit. Quand à un moment donné, je suis plus dans le respect de mon engagement et que je suis en train de commencer à franchir la ligne rouge, les autres vont avoir le droit de venir me voir et me dire, tu te rappelles, gentiment. Tu sais, tu t'étais engagé à ça, tu sais, là, tu es en train de faire ça. Ah, ok, merci de me le dire. Et donc, du coup, c'est ça l'intelligence collective. C'est avoir ce cadre de sécurité bienveillant et de confiance qui fait qu'on va pouvoir s'adresser les choses sans se braquer parce qu'on connaît tous nos risques. Et il n'y en a pas un qui est mieux ou moins bien que l'autre. On est des humains tous, donc c'est OK. Et on va pouvoir s'entraider sur nos risques. Il y a également une chose qui est vraie, c'est qu'on va, comme tu le dis, mais en même temps, c'est un vrai fonctionnement depuis très longtemps. C'est pas possible de changer complètement, etc. Ou ça va être très, très, très compliqué. Il faut savoir que même dans un fonctionnement limitant, en réalité, cette même limite peut être un potentiel et un atout dans un autre contexte ou dans une autre séquence temporelle, voyez. Oui, c'est ça. Donc je te donne un exemple, Iman, que j'ai pu voir par exemple dans les entreprises. On va avoir une personne, par exemple, qui a un tempérament à vouloir satisfaire plutôt des valeurs de sécurité et qui a un fonctionnement mental de beaucoup anticiper les risques et avoir absolument, dès qu'on discute de quelque chose, tous les problèmes qui risquent de se poser. Mm-hmm. Et là, dans les équipes, donc cette personne, elle a vraiment ce talent de voir ce qui ne va pas aller et puis d'anticiper ce qui n'est pas encore présent, les différents scénarios possibles. Sauf que quand l'équipe travaille et qu'elle est un petit peu orientée sur un côté créatif, à chercher des solutions, mettre en place de nouvelles idées, mettre en place de nouveaux fonctionnements pour améliorer, cette personne qui anticipe tout le temps les problèmes, elle la ramène un petit peu dans le groupe à dire oui, mais vous n'avez pas pensé que si on fait ça, il risque d'y avoir ça. Donc les gens souvent se mettent en opposition. Je donne un exemple. Oui, se mettent en opposition et disent
Corinne, tu vois pas que tu nous tu nous empêches de réfléchir, t'es rabat-joie, c'est pénible avec toi, tu vois tout en noir et tout. Donc là, c'est pas très productif parce que la personne qui pourtant avait une intention positive à l'égard de l'équipe puisqu'elle voulait les protéger des risques ne se sent pas accueillie. Et en même temps, on va voir que cette Corinne, je donne un exemple, un prénom au hasard, bien sûr, parce que je ne sais pas si toutes les Corinnes sont comme ça. Je ne veux pas offenser personne. Du coup, elle peut se sentir... Si elle n'est pas là, l'équipe sera moins performante. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est sûr que c'est pénible dans les comportements, mais n'empêche qu'elle peut être un vrai atout dans l'équipe. Parce que du coup, du moment où l'équipe sait que Corinne, dans l'équipe, en termes de stratégie, on a bien identifié qu'elle avait vraiment, si on a besoin de quelqu'un pour aller voir les risques, nous protéger, etc., on a un radar qui s'appelle Corinne et elle aura vraiment une place majeure et idéale pour nous protéger du risque parce que ça sera celle dans l'équipe qui le verra vraiment le plus et qui parmi nous permet d'être libre dans monde. La créativité parce que quelqu'un Absolument. a déjà pris le rôle. Absolument. Et donc, du coup, ça va être de lui laisser une place au moment où ça va être accueilli et productif. Donc Corinne, au lieu de se sentir exclue à ce qu'on lui dise « t'es négative, tu vois tout en noir, t'es pénible, t'interviens tout le temps, tu nous empêches, tu nous bloques, etc. » Là, cette fois-ci, l'intelligence collective, ça sera de lui donner vraiment une place, un rôle qui sera reconnu. Donc on va pas lui demander de changer à Corinne. Génial Corinne, t'as ce beau potentiel, c'est super. La seule chose qu'on te demande, c'est que ce soit pas en pilotage automatique. C'est-à-dire ne le fais pas systématiquement. Prends des notes. Laisse-nous, ou laisse, j'en sais rien, Christelle qui est beaucoup plus créative et avoir des solutions, exprimer tout ce qu'elle a à dire. Pendant ce temps-là, peut-être dans la stratégie, c'est prendre des notes sur ce qui fait obstacle ou sur les risques que tu vois. Ne les dis pas tout de suite. Laisse l'équipe processer et à un moment donné, dans les objectifs du coup de l'équipe, on va se tourner vers toi et on va dire « Alors Corinne, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas vues ?» Non, mais Jordi, ça sous-entend une énorme super. Intelligence et individuelle et collective qu'on espère tous, mais qui en réalité a du mal à être vrai dans le quotidien. C'est pour ça que ce métier du coaching, c'est un vrai métier et qui a un besoin d'accompagner puisque les gens ne connaissent pas les schémas mentaux, les processus. Et donc, voilà, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un coach qui accompagne ça, les gens vont rester à dire Corinne est pénible. Et en fait, on ne sait pas trop si on a envie de la garder ou pas, parce que vraiment, elle nous ralentit, mais ils n'auront jamais pu vraiment... Voilà, ça nécessite d'être accompagné, tout ça, ça nécessite d'être posé sur la table, ça nécessite d'être discuté, et que la sauce prenne, et que du coup, qu'on puisse avoir vraiment... avoir cette intelligence collective, du coup. Mais ça marche, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas de la théorie. Ça marche. J'aimerais que tu me dises quel est l'enjeu, comment c'est quantifiable, en termes de quoi, en termes de productivité. Est-ce qu'on sait maintenant que la compétence en communication, la bienveillance au travail, je dis encore un gros mot, mais il y a quelques années, c'était un gros mot en entreprise de dire ça. Est-ce que c'est un faux dilemme? Est-ce que vraiment, qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne vraiment. J'ai vraiment. Il y a des études, j'imagine. Alors, il y a des études, donc il y a un livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Il y a 3 tomes, je crois. Il y a beaucoup d'études de cas dans les entreprises et des études vraiment avec des études qui ont été faites avec des pourcentages, etc. Pour comprendre l'intelligence émotionnelle au travail. Mais clairement, voilà, au travail, il y a 2 formes d'intelligence. Il y a le quotient intellectuel, le quotient émotionnel. Il y a des gens qui ont un très fort quotient intellectuel, mais avec qui, du coup, ils vont pas beaucoup évoluer dans leur carrière parce que personne n'aura envie de bosser avec eux s'ils ont aucune intelligence relationnelle. Et au contraire, il y a des gens, ils ont moins de quotient intellectuel, mais comme au niveau de la relation, du coup, c'est des personnes qui ont une posture d'humilité, une posture de bienveillance, qui pour moi n'est pas un gros mot. Voilà, au contraire. Qui ont une posture d'empathie, qui savent aussi poser des limites tout en restant assertifs, c'est-à-dire de dire aussi ce qui ne va pas, qui sont responsables, qui prennent, voilà. Ces gens-là, on va avoir envie de bosser avec, on va leur confier des responsabilités, et clairement, c'est ces gens-là qui évoluent dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est pas forcément les plus cognitivement intelligents, mais émotionnellement les plus intelligents qui vont
progresser. Et après, sur les équipes, moi, là où je suis convaincu, c'est que du coup, ce qui est génial, c'est que comme j'en ai fait mon métier, du coup, je suis témoin de ça. Et je vois des fois des situations managériales extrêmement délétères, extrêmement compliquées, et où en fait, finalement, des fois, en une journée d'intervention, mais en fait, ça y est, on a dégonflé le problème, on a compris qu'est-ce qu'on faisait qui marchait pas, on s'était trompé, on n'avait pas vu les choses là où elles se passaient vraiment. Et en fait, ça se règle. Ça m'est arrivé de revoir des managers avec des entreprises où des fois je travaille, j'interviens, puis certaines entreprises, des fois, me disent dans leur cadre codir, c'est souvent les dirigeants qui font appel comme ça sur les coachings et qui prennent l'habitude de me faire intervenir peut-être une fois par an, tout ça. Et puis des fois, je leur dis alors, ce qu'on a bossé l'année dernière, attendez, je leur dis cette année, on sait plus trop sur quoi vous faire travailler parce que du coup, avec l'intervention qu'il y a eu, du coup, les problèmes ont été réglés. Il a suffi d'une seule. Tu ne penses pas que c'est des compétences à consolider Non, parce que des fois, il y a vraiment des fois, il m'est arrivé d'avoir vraiment des confusions. Alors là, pour le coup, je pense à l'outil de la PNL avec un outil génial qui s'appelle les niveaux logiques, dont je peux aussi te parler, des confusions de niveaux logiques, c'est-à-dire des fois de poser des problématiques, par exemple sur le niveau des valeurs, de considérer qu'en fait, parce qu'on avait des fonctionnements différents, on partageait pas les mêmes valeurs. Sachant que les valeurs, c'est vraiment des leviers de motivation très profonds et très importants pour les personnes. Et qu'est-ce qui génère de la colère et de l'incompréhension? C'est quand on sent que nos valeurs sont heurtées, quand les comportements d'une personne viennent heurter nos valeurs. Et j'ai connu, moi, des situations très, très délétères et très tendues en termes de management parce que les gens posaient les problématiques soit au niveau des valeurs, soit au niveau carrément de l'appartenance, de se dire, telle personne ne peut pas appartenir à notre équipe, etc. Et parfois, ça m'a pris, en tout cas, je pense à un cas, là, pendant qu'on en discute, une situation ultra tendue. En plus, le manager... c'était quelqu'un qu'on avait fait venir dans une entreprise, quitter un ancien job pour venir en opportunité dans ce nouveau job parce qu'ils avaient justement besoin d'un style de management un petit peu différent que l'équipe ne comprenait pas. Et je pense à cette situation, le gars me disait mais si on n'y arrive pas, mon poste va sauter, c'est-à-dire que du coup je vais tout perdre alors que j'ai changé de pays, j'ai déménagé et là il va falloir absolument que mon équipe soit coopérative avec moi parce qu'ils sont tous braqués, ils sont tous en opposition, ils veulent absolument pas entendre ce nouveau type de management qui est en plus demandé par la direction. C'était quoi comme type de management en l'occurrence? En fait, c'était un management où je pense à cet exemple. Il y avait un ancien manager qui était parti en retraite, qui leur foutait une paix royale, c'est-à-dire qui leur demandait aucun reporting, aucun compte rendu. Chacun était complètement autonome et libre de faire comme il voulait. Et l'entreprise n'ayant pas vraiment de visibilité sur les équipes et comment les gens fonctionnaient, et avec une crise aussi, une pénurie de matières première, puisque c'était une entreprise qui allait chercher de la matière première pour produire. Je veux pas rentrer trop dans les détails, par confidentialité aussi. Mais où du coup il y avait une période aussi de contextuelle qui faisait qu'il y avait une pénurie, qui faisait qu'ils avaient besoin d'avoir un regard beaucoup plus poussé qu'ils n'avaient pas, où ils laissaient un peu les gens tranquilles avant. Et ils ont profité, donc je pense à cette étude de cas-là que je peux présenter, parce que je la présente aussi des fois dans mes cours, cet exemple-là. Ils ont profité du départ à la retraite de l'ancien manager qui était ultra cool, etc., pour faire venir un manager beaucoup plus dans ses stratégies, alors directif, mais surtout beaucoup plus organisé, c'est-à-dire beaucoup plus, ok, on va apprendre qu'est-ce que vous avez fait, il faut qu'on ait un suivi, il faut qu'on mette en place des procédures, des tableaux de suivi, etc. Process, quoi. Très process. Et en fait, quand il est arrivé, qu'il a voulu mettre en place les process, l'équipe, ils ont dit, mais il se prend pour qui, lui, en fait? On n'a jamais eu besoin d'être... Ils l'ont vécu comme justement le parent qui vient contrôler les enfants. Et eux on dit mais attends, nous on était des adultes, il se prend pour qui le mec c'est qui, lui, de venir voilà. Et du coup personne pas de légitimité. Personne ne lui donnait la légitimité, personne ne coopérait. Et du coup, c'était un refus vraiment massif. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et donc là, l'entreprise vient me voir et me dit il y a une grosse problématique managériale, le poste risque de sauter. Clairement, s'il collabore pas, on va pas le garder, quoi. Et donc, en fait, effectivement, dans sa responsabilité à lui, c'est que malgré le fait de poser un cadre
très process, etc. Il avait quand même une posture très parent, hein. Donc de toute façon, du moment qu'on a une posture relationnelle, on arrive, on crée pas le rapport, on n'explique pas le pourquoi, l'utilité de pourquoi, on met les choses en place, on ne s'intéresse pas aux gens, à ce qu'ils font. Il est arrivé un peu avec ses gros sabots à poser en sachant ce truc. Les gens ont réagi à la forme, c'est-à-dire c'est cette forme-là. Oui. Donc et plus une personne va se comporter de manière très autoritaire, plus ça va déclencher soit des gens qui vont être très très soumis, très obéissants, soit ça va déclécler des ados quoi, qui se rebellent, voyez, qui viennent se rebeller. J'ai l'impression que la posture fait la majorité de la communication au final. C'est-à-dire que les gens ne se rebiquent pas contre le contenu ou ce que disent les gens, mais la posture que tu prends, et c'est celle qui est rejetée au final. Absolument. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc il avait cette posture-là, et les gens, et lui aussi, faisaient tous l'erreur de mettre ça au niveau des valeurs. En fait, donc lui, de sa perception, disait, eux, ils s'en foutent d'avoir un travail bien fait. C'est pas des gens sérieux, c'est des gens qui en ont rien à faire de leur travail. Donc il avait ce jugement de valeur, de considérer que comme ils voulaient pas collaborer, ils se foutaient du travail. Et eux disaient, le psychorigide, il est pas dans l'équipe, il est pas dans le, c'est pas pour l'efficacité. Il vient nous imposer son autorité, son pouvoir. Donc les gens percevaient les choses comme étant un conflit de valeurs et du coup d'appartenance, c'est-à-dire on veut pas le reconnaître. Et dans les niveaux logiques, dans la PNL, on a différents niveaux. Les valeurs, c'est très très haut dans les niveaux logiques, c'est un niveau très très haut. Mais il y a d'autres niveaux en amont plus bas qui sont les comportements, par exemple, et les stratégies mentales. Et dans les stratégies mentales, on peut se rendre compte que pour des mêmes valeurs, on peut avoir des stratégies mentales différentes. Et donc, alors je souris parce que juste avant, il y avait eu un coaching en fait qui n'avait pas fonctionné parce qu'il y avait eu un manque peut-être de modélisation. C'est-à-dire que justement, le coach avait voulu leur faire travailler sur les valeurs et ça n'avait pas marché. Et du coup, ben oui, ça n'avait pas marché parce que justement, il fallait pas maintenir le problème au niveau logique de la valeur. Et pourquoi ça a été une intervention qui n'a pas duré longtemps et qui s'est réglée très très vite, ça a été avec ce schéma des niveaux logiques, je me souviens l'avoir posé avec eux assez vite et de leur dire vous posez le problème où. Donc tout le monde me dit il y a un problème de valeur, etc. Et je leur dis non, ce n'est pas un problème de valeur, c'est un problème de stratégie. Vous avez les mêmes valeurs, c'est-à-dire que tous au final vous voulez un travail bien fait, vous voulez une cohésion d'équipe, etc. Seulement vous n'avez pas la même stratégie pour satisfaire ces valeurs. Il y en a un qui est, vous avez eu l'habitude dans la stratégie de fonctionner de manière très optionnelle, c'est-à-dire on improvise, on fait au dernier moment et on voit, et des fois c'est super. Et puis là, c'était comme ça dans l'ancien management, et ce nouveau management, c'est plus orienté par exemple sur une stratégie de procédure. Mais vous vivez la procédure avec une équivalence qui est une croyance, que ça signifie que la personne cherche à prendre du pouvoir sur vous. Et pour le manager qui, lui, était très procédure, considérait que le mode option, ça signifiait l'équivalence mentale qu'il donnait, c'était que c'était du je m'en foutisme et que les gens ne voulaient de toute façon en faire qu'à leur tête, voilà. Et donc, ça a été de les amener à comprendre qu'en réalité, ils avaient des valeurs communes, mais qu'ils avaient des modes opératoires qui étaient différents. Et que compte tenu qu'ils avaient des modes opératoires différents et qu'ils ne comprenaient pas les intentions derrière ces modes opératoires, ils y mettaient des jugements de valeur qui étaient issus de leur propre perception. Comment on synchronise alors ? Et du coup, déjà ça a dégonflé le problème parce qu'en fait, quand ils se sont rendus compte qu'en fait ils voulaient la même chose et qu'il y avait un contexte qui justifiait maintenant de mettre en place cette procédure, mais qu'en même temps ce mode optionnel il pouvait aussi être intéressant aussi, qu'il y avait aussi des postures à avoir, que si quelqu'un arrivait en parent normatif, autoritaire, ça déclenchait de l'enfant rebelle automatiquement en face et que plus on mettait du normatif, plus il y avait de l'enfant rebelle qui se mettait en place. Comment on fait du coup maintenant pour revenir tous d'adulte à adulte, de se dire que la posture managériale n'est pas une posture d'autorité de parent à enfant, on est bien dans une posture d'adulte à adulte, c'est juste la fonction qui pourrait faire penser à du parent à un enfant, mais c'est une fonction d'autorité, mais on peut tout à fait être dans une fonction d'autorité d'adulte à adulte, sans prendre une posture d'autorité.
Et en fait, et quels sont les besoins et pourquoi il y a cette procédure maintenant qui est mise en place? Pourquoi? Bah, du coup, ça y est, tout le monde a dit, OK, mais en fait, OK, on s'était trompé, on n'avait pas vu les choses comme ça, et les gens se sont mis beaucoup plus à coopérer, beaucoup Donc, plus rentrer en empathie. Accepter les procédures et de l'autre côté, peut-être alors laisser un peu de liberté. Oui, en fait, après, quand je repense sur cette histoire-là, je me souviens sur la fin de journée, parce qu'on est rentré aussi dans l'intimité des personnes, c'est-à-dire le manager, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? J'ai quitté mon poste, je suis venu ici, j'ai des enjeux, j'ai mis de l'importance, c'est vrai que je me suis pas senti reconnu, et ok, de quoi tu aurais eu besoin? J'aurais eu besoin effectivement de sentir que les compétences que je voulais amener dans ces nouveaux types de fonctionnement, c'était au service d'une amélioration, donc je pensais bien faire, etc. Ça a été très décevant pour moi et éprouvant de pas me sentir accepté par l'équipe parce que mon intention c'était vraiment ça. Et vous, pour l'équipe, nous on l'a vécu qu'il arrivait avec ses gros sabots, il a pas créé le rapport, il nous a pas reconnu dans notre expérience et notre ancienneté, on s'est pas senti accueilli, ça a généré de l'opposition. Ok, de quoi vous auriez besoin, qui s'intéresse un peu plus à nous, et toi, voilà. Mais en fait, les gens le posent, les gens posent, ça aurait été quoi leurs besoins, et après, comme ils s'engagent du coup à dire, ok, maintenant c'est compris et entendu de part et d'autre, les gens ont un minimum, je dirais, de jugeote et quand même d'intelligence, surtout dans des niveaux comme ça, qui sont quand même des hauts postes de direction, de management, c'est quand même pas souvent, je dirais, des gens complètement idiots qui sont quand même dans ces postes. Sur la durée, ça fonctionne, ça tient. Sur la durée. Et après, ça débloque quelque chose. Du moment que le manager sait que son risque à lui, c'est de venir avec ses procédures un peu en parent dans sa posture, avec un peu trop de rigidité, et que cette posture-là génère de la rébellion en face et des levées de bouclier, du moment que les gens sentent en eux qu'ils commencent à mettre cette levée de bouclier et qu'il y a eu cette parole qui a été libérée grâce à cette cohésion d'équipe, ce coaching d'équipe, les gens peuvent dire à leur manager, là, tu vois, tu as recommencé, et j'ai senti que je me mets, quand tu me parles comme ça y est, je recommence, on refait le même schéma. Et après, ça dépend le temps que me laissent les entreprises, etc., mais il y a un suivi souvent. Et après, dans le suivi, on refait des jeux où je leur donne des situations qui les met un peu sous stress avec un temps imparti. Ils doivent réussir ensemble à mettre en place des objectifs. Pourquoi sous stress? Parce que c'est sous stress que les vieux schémas et les vieux démons reviennent. Et donc, du coup, factuellement, ça permet d'observer comment ils gèrent. Et s'ils reproduisent les schémas, comment ils font pour se dire les choses, pour les gérer différemment. Et ça nécessite quand même d'être accompagné, parce que quand j'ai le temps de pouvoir le faire sur ce côté accompagnement au changement, ça me permet dans des exercices, quand ils vont travailler, qui sont des exercices fictifs, c'est-à-dire que je ne les vois pas travailler dans vraiment leur vrai cadre professionnel. Je leur donne un objectif à mettre en place. C'est des jeux de rôle. C'est des jeux de rôle, voilà, où ils vont en tout cas devoir mettre en place une stratégie, ou voilà. Quand ils vont rejouer leur schéma, ça va me permettre à moi de dire stop. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Regardez-vous faire. Mais oui, on recommence. Ok, qu'est-ce que vous allez faire différemment? Alors, c'est hyper maladroit. Et tout le monde me dit au début, mais c'est tellement pas naturel de fonctionner comme ça. Ouais, mais continuez à fonctionner comme avant. Vous avez vu ce que ça donnait, donc c'est normal que ce soit pas naturel, parce que vous êtes en train d'apprendre. Réapprendre. Voilà. Mais ça va, c'est comme apprendre à faire du vélo, quoi. Au début, c'est pas naturel quand on enlève les roulettes, quoi. Donc, voilà, ça nécessite aussi des fois d'enlever ce qu'on sait déjà et de le remplacer par autre chose. Donc, c'est vraiment un processus de réapprentissage. Écoute, c'est extrêmement passionnant, Jordi, parce que je vois que tu vois la métamorphose en concrète, et ça doit être extrêmement passionnant de travailler sur de l'humain et de voir en plus les changements devant toi, et je pense que ça me fait penser à un maître d'école ou à une maîtresse qui voit s'épanouir ses enfants. C'est du même ordre. C'est magnifique, c'est un très beau métier, parce que il y a un sentiment d'utilité. Mais je sais, quand je repars d'une mission comme ça, je me dis waouh, c'est cool, j'ai fait mon rôle, j'ai apporté ma pierre à l'édifice, et puis quand je revois les personnes, c'est tellement beau, et surtout moi, c'est un métier que j'aime particulièrement parce que
le monde a besoin de cette humanité-là, de cette bienveillance. On le voit avec malheureusement tout ce qui se passe dans le monde. Je me dis, mais on en est encore là avec tout ce qui existe comme discipline. On en est encore là, quoi, dans le monde. Mais en même temps, beaucoup d'espoir parce que finalement, des choses qui sont ultra délétères. Tu m'en as beaucoup donné aujourd'hui. Parce qu'en fait, on se rend compte que des situations qui sont ultra tendues au niveau émotionnel et relationnel, des fois, mais il faut pas grand-chose. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des fois, les gens se disent, mais vu que émotionnellement c'est ultra tendu, ça veut dire que ça va être très long et très compliqué. Mais pas forcément. Pas forcément. Donc là, dans l'exemple que je viens de te donner, il a fallu une journée d'intervention parce qu'en fait, il s'était pas compris en fait. Donc, donc c'est tout. Et en fait, c'est pas si compliqué. Et c'est là où ça donne beaucoup d'espoir parce qu'on se dit, mais finalement, l'être humain, si on veut un petit peu sortir de notre orgueil, se mettre dans une position d'ouverture, d'humilité et de remise en question, mais finalement, les êtres humains n'attendent que ça. Que les personnes puissent, comme on dit, faut avouer à moitié pardonner, c'est-à-dire dans les conflits relationnels, dans les conflits culturels ou tous les conflits qui peuvent exister, mais l'être humain n'attend que ça, que la personne qui nous fait souffrir nous dise à un moment donné, mais oui, mais je reconnais, j'ai ce défaut, j'ai fait ça, je le reconnais et ça a été plus fort que moi et voilà pourquoi je l'ai fait, parce que derrière, dans mes fonctionnements, dans mes croyances, il y avait ça qui se passait, mais là je me rends compte. Et il y a cet espace de dialogue qui se crée, il y a ces ponts qui se font, et c'est complètement quelque chose dont je suis témoin depuis des années. Donc moi, à titre personnel, ça m'a fait énormément de bien de faire ce métier. Je peux imaginer. Je pourrais t'inviter la prochaine fois pour parler que de toi, si tu veux. Merci, c'est gentil. J'aurais encore 10 000 questions à te poser, mais vu que tu me donnes de l'espoir par rapport au fonctionnement de l'équipe, j'ai une notion qui me tient à cœur et je te l'ai dit, c'était cette notion de contagion émotionnelle et je me disais que la personne qui est là et qui n'est pas manager, qui n'est pas leader et qui est dans une équipe, comment elle peut impacter au fait le fonctionnement de là où elle travaille. Tu me parlais de Daniel Goleman. Il parle de ces leaders informels, ces gens qui n'ont pas le lead, mais qui arrivent quand même à impacter leur environnement. Et il les appelle des amplificateurs émotionnels, et c'est une notion qui me tient particulièrement à cœur. Il paraît que l'émotion se propage plus vite que le virus. Oui, c'est sûr que une personne qui aura fait un travail sur soi dans une équipe va pouvoir effectivement, par sa posture, être modèle d'exemplarité et ça va inviter les personnes à se synchroniser, c'est-à-dire que à un moment donné, d'inconscient à inconscient, on va se synchroniser avec la personne pour qui on ressent le plus de sympathie et avec qui on a le plus de feeling. Et d'ailleurs en PNL on parle de la synchronisation dans la création du rapport et de la conduite, c'est-à-dire qu'effectivement dans les techniques de synchronisation, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour m'intéresser au sujet qui intéresse la personne, reprendre, si la personne parle fort, je vais parler peut-être un peu plus fort, ça peut être la synchronisation donc paraverbale, le rythme, le volume de la voix, non verbal, les gestes, etc. Parce que d'inconscient à inconscient, on va se sentir bien avec quelqu'un qui je dirais, transpire un peu comme nous, c'est-à-dire a un petit peu cette similitude dans sa manière de parler, son fonctionnement. Notre cerveau, notre système nerveux qui voit les dangers beaucoup dans la différence, dans ce qu'il ne connaît pas, a besoin de ça pour se sentir rassuré. Et donc en PNL, on va parler de cette création du rapport par la synchro, mais une fois que le rapport est créé, il y a ce qui s'appelle la conduite, c'est-à-dire qu'en se désynchronisant, on va pour les gens, une fois que le rapport est créé, ce qui nous permet de détecter que le rapport est créé, c'est justement la désynchronisation et la conduite. C'est-à-dire que naturellement, quand le rapport est créé, les gens vont se synchroniser, vont rester synchronisés à la personne envers qui ils ressentent de l'empathie.
Donc je te donne un exemple. On va avoir quelqu'un qui vient. Je te donne un exemple pas en équipe, mais en tête à tête. Ce sera plus simple de le voir, mais c'est la même chose après en équipe. Mais si par exemple en coaching de vie, par exemple j'ai quelqu'un qui vient, qui est très déprimé et qui vient et qui me parle comme ça de ce qui se passe, voilà, et que moi je vais donc créer le rapport. Donc je vais pas lui dire d'accord et quelle solution on se mettrait en œuvre pour vous aujourd'hui. La personne, non, le rapport ne se crée pas. Donc je vais lui dire ok, je comprends, c'est difficile, etc. Donc je vais créer le rapport. Tu vas le chercher là où il est, c'est ça. C'est voilà, comme ça je vais rentrer là un peu dans son modèle du monde, créer vraiment cette relation de confiance. Et à un moment donné dans l'entretien, je vais me désynchroniser parce qu'il ne s'agit pas que la personne elle reste collée à cet état interne négatif et dire ok, et donc du coup qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Chercher, le tirer. Et là je vais me désynchroniser et quand le rapport est créé, la personne je comprends. Elle suit parce que c'est ça la conduite. La personne se resynchronise et du coup peut complètement sortir de son état émotionnel limitant pour te suivre. Parce que le lien elle va créé. suivre la personne, le lien est créé. Donc naturellement, elle va suivre la personne avec qui elle a confiance. Super intéressant. C'est génial. Et ça, c'est un truc, l'être humain, on le fait de manière totalement inconsciente et naturellement. Exactement. Et c'est là où il y a des leaders forts. C'est que les leaders forts, en fait, ont cette capacité relationnelle de créer du lien dans leur rapport. Et en même temps, à un moment donné, ils vont conduire et ils vont synchroniser les personnes. Je sais pas si tu as vu un film qui s'appelle Invictus, qui est avec Nelson Mandela. Tu connais un peu ce film. Et on voit Nelson Mandela qui se sert du sport justement parce que lui, il avait comme vision en tant que leader politique de sortir du conflit les Noirs et les Blancs. Et il voulait justement créer son objectif politique était la réconciliation et pas la justice, parce que si ça avait été la justice, mon Dieu, mais vu ce que les Blancs avaient fait subir aux populations noires, ils auraient vraiment ramassé beaucoup. Mais il avait compris que pour sortir de ce clivage, il fallait aller sur la réconciliation. Et il s'est servi dans le film Invictus. Je parle de ce film parce que ça peut être un modèle intéressant pour comprendre comment on peut influencer positivement par la création du rapport. J'irai le voir. Il va se servir des Springboks, donc vraiment l'équipe de rugby, pour aller créer une cohésion nationale. Et les joueurs, les Springboks, étaient blancs. Et en fait, comment il fait ? Parce que lui, il arrive, il est président noir, etc. En plus, il arrive et en fait, il apprend le nom de chaque joueur et il va les voir individuellement, il les regarde dans les yeux, il les appelle par leur prénom et il va leur demander d'aller jouer avec les populations noires, d'aller faire connaissance avec les enfants noirs, etc. En tout cas, il a ces stratégies de création du rapport pour qu'à travers le foot, finalement, il puisse avoir son objectif, c'était la nation arc-en-ciel, donc qu'il puisse recréer à travers les jeux en tout cas que ça puisse, dans le film c'est ce qu'on voit parce qu'il avait d'autres stratégies bien sûr, mais le zoom est mis sur cette stratégie-là, recréer le rapport par la synchronisation, voilà. Et il a vraiment toutes ces techniques de rapport. Donc on voit qu'effectivement ça fonctionne bien. Et effectivement, même quelqu'un qui n'est pas dans le rôle du leader va pouvoir apporter, si cette personne elle a une posture relationnelle inspirante, à un moment donné, elle va pouvoir apporter vraiment en se synchronisant d'abord au système, puis peut-être en se désynchronisant et en conduisant une fois que le rapport est créé. La personne, elle va vraiment pouvoir apporter une pierre à l'édifice dans le système. Et ça, au niveau de la PNL, c'est un outil extrêmement puissant qui est à la fois apporté beaucoup de tort à l'image de la PNL, parce que quand ça tombe dans les mains de gens qui sont des manipulateurs et qui veulent se servir de cette technique-là uniquement pour manipuler les gens, pour servir leurs propres intérêts, malheureusement, ça marche très bien aussi. Et donc, c'est ce qui a engendré, notamment, la PNL, elle a beaucoup été utilisée au départ dans les années 80-90 dans des écoles de vente. Donc, ça a été malheureusement sorti de son éthique, qui à la base, la PNL, c'était quand même une technique du champ humaniste, donc plutôt dans le courant de la thérapie. Ça a apporté une image très négative de se dire, oh là là, mais ça, c'est des techniques de manipulation, etc. Donc, effectivement, une personne peut avoir vraiment un pouvoir, je dirais, inspirant dans une équipe avec cette contagion émotionnelle, et malheureusement, il y a des gens aussi qui savent très bien le faire, mais qui sont malheureusement assez narcissiques ou des personnalités toxiques. Voilà, à vouloir faire ça, mais au détriment en réalité des autres, et là, c'est extrêmement, du coup, négatif. Mais pour dire que du coup, ça fonctionne. Après, il faut savoir le faire avec éthique et justement dans l'intérêt de tous.
Donc, par rapport à ce que tu disais là, oui, c'est complètement possible quand on a bossé sur sa posture. Néanmoins, il faudra à un moment donné quand même qu'il y ait une intervention sur les gens qui sont dans des comportements limitants. Il faut quand même qu'il y ait une remise en question de ces personnes-là ou un C'est travail le rôle qui d'un se manager, fait. non? Oui, c'est le rôle de manager et c'est là où après peut-être que voilà, ça peut être le rôle d'un coach aussi, parce que j'aime bien donner cette métaphore qui est un peu ragoûtante mais qui marche bien. Est-ce que si je te donne un super beau gâteau à la fraise, il est hyper bien préparé, il a l'air délicieux, mais tu sais qu'à l'intérieur, dans les ingrédients, il y a un seul cafard qui a été broyé et qui est mélangé au gâteau. Est-ce que tu auras envie d'en manger? Ben non. Et si on fait le contraire, on prend une bouillie de cafard et on met une petite part de gâteau délicieuse dedans, est-ce qu'on aura envie d'en manger? Ben non. Donc ce qui veut dire que quand même au niveau cognitif, au niveau émotionnel, le fait d'avoir juste quelque chose de positif dans le système, s'il y a un élément négatif, comme on dit, le verre dans la pomme, ça pourrit toute la pomme, quoi. Donc Mais comment on fait avec ça, Jordi? C'est la c'est vraie là où vie. justement dans la vraie vie, il y a des métiers qui existent. Et là, moi, du coup, je suis moins optimiste. C'est pour ça que moi, c'est là où je me dis, mais le coaching devrait pour moi être un métier d'avenir, parce que du coup, c'est important que s'il n'y a pas eu, de toute façon, s'il n'y a pas eu d'accompagnement, de fait, ça va être difficile. Et à un moment donné, même si tout le monde est souvent dans une équipe, ça peut arriver aussi qu'on ait une personne difficile et que tout le monde soit en suradaptation par rapport en réalité à une seule personne. Ben oui, et que tout le monde en souffre. Tout le monde en souffre. Et si on n'accompagne pas cette personne-là, malheureusement, qui en plus souvent fait le mieux qu'elle peut, parce que quand les personnes ont des comportements négatifs, c'est pas souvent des mauvaises personnes, c'est des gens simplement qui ont des fonctionnements... Voilà, qui ont grandi avec ces fonctionnements-là pour leur propre survie et qui se rendent pas compte. Mais ces gens-là, s'ils sont pas accompagnés, soit ils finissent en marge, c'est-à-dire personne ne leur parle, soit ils ont des difficultés de réinsertion professionnelle parce que souvent ils restent pas, ou ils sont mis au placard, ou ils finissent par être licenciés, on finit par leur trouver une faute pour avoir l'excuse de les licencier. Et puis des gens qui finissent quand même assez seuls, donc c'est des schémas assez dramatiques parce qu'ils reproduisent ces schémas-là. Et je pense qu'effectivement, moi je le vois quand on fait de l'accompagnement, tellement les bénéfices qu'on en obtient, que je me dis effectivement, pour moi c'est un métier d'avenir parce qu'en fait, c'est tout le monde, dans toutes les entreprises, à un moment donné, il y a besoin de faire ce travail. Tu conseilles ce travail-là avant qu'il y ait les difficultés ? Ou il faut d'abord diagnostiquer ou avoir un besoin avant d'appeler un coach ? Alors, c'est vrai qu'a priori, selon les cultures des pays, en France, nous, on aurait plutôt tendance à attendre les difficultés pour agir. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, ou dans les pays anglo-saxons, la culture, elle est plutôt à la performance et de se dire, OK, si on fait venir un coach, c'est pour améliorer l'efficacité et voir comment on pourrait être encore plus Est-ce que c'est performant. pas un langage qu'on devrait tous apprendre ? Si, bien sûr, alors qu'en France, effectivement, on est un peu à attendre que les problèmes arrivent pour les résoudre, ce qui est beaucoup plus du coup difficile quand on intervient. Donc voilà, et en même temps, si les problèmes ne sont pas encore arrivés, c'est difficile de savoir trop à l'avance ce sur quoi on va travailler. Donc, j'aurais peut-être pas un discours ultra tranché là-dessus. Ça va vraiment dépendre des situations. Par contre, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que en France, on puisse comprendre, quels que soient les métiers, que la relation, c'est hyper majeur. Parce que franchement, mais on peut faire le plus beau métier du monde. La communication, Jordi ? Ben oui, parce que franchement, pour moi, c'est ultra capital parce que si la relation, elle est pas agréable, mais ça prend tellement d'énergie, même le plus beau métier du monde, si on se sent pas à l'aise avec ses collègues, avec son manager ou que ça se passe pas bien, si on sait pas mais communiquer. on n'aime pas notre boulot, quoi. Alors qu'en fait, des métiers des fois très contraignant et désagréable, si la relation est liée, les gens, ils ont envie de rester parce qu'ils disent, non, moi, au moins, j'ai la chance d'être dans une entreprise où ça se passe bien. Mais je vois, il y a tellement de souffrance au travail avec des problématiques, mais qui sont tout le temps souvent beaucoup plus des problématiques relationnelles que des problématiques de travail en lui-même, en réalité. Donc oui, moi, je suis vraiment, et comme je te le partageais, comme je suis témoin de voir à quel point ça fonctionne, ça me donne beaucoup à la fois d'espoir sur l'humanité,
Et à la fois, j'ai énormément de frustration, je te cache pas, quand je vois que encore l'état, je dirais, du monde et après l'état du monde dans les entreprises, en tout cas dans le monde du travail, que les gens me disent, mais on a l'impression, comme tu le disais, que c'est un gros mot, hein, si on dit on va faire rentrer du coaching, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des gens qui avaient de la dérive sectaire au milieu de ça et qui faisaient n'importe quoi, qui étaient mal formés, qui prenaient des postures pas bonnes, qui du coup mettaient plus de bordel qu'autre chose avant et après. C'était encore plus compliqué parce qu'ils étaient mal formés et tout, que c'est des métiers qui n'ont pas été vraiment réglementés aussi. Et effectivement, sur le marché, on va trouver de tout et de n'importe quoi. Donc, quand les gens font des mauvaises expériences, ça continue de dire, ah ouais, ces trucs-là, mais c'est pas des trucs de secte ou c'est pas... Parce que c'est clair qu'il y a des trucs qui se font, mais moi, c'est mon allergie la plus totale parce que je me dis, mais ces gens-là, mais en fait, ils sont en train de nous pourrir. On a un vrai potentiel. Ouais. Et c'est tout le monde qui paye. Ensuite, c'est tous les autres, c'est toute la profession qui paye les pots cassés de ces gens-là qui font n'importe quoi et où dans l'inconscient collectif, les gens considèrent que... Ou alors, on a des gens qui font ça, mais qui sont vraiment complètement perchés. Et soit c'est le monde des bisounours, et puis ils voient pas les problèmes, et ils pensent que si les gens se disent... Par exemple, j'ai vu ça, beaucoup des coachs qui interviennent et qui disent aux gens, vous allez vous donner des compliments. Je dis, mais c'est pas parce que les gens ils vont donner des compliments que ça va régler leurs problèmes derrière, quoi. Donc les gens se donnent, ah bon, faut que je lui trouve des qualités à mon collègue. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Et ils passent comme ça un séminaire d'un jour ou deux, et puis le coach repart, et puis les problèmes, ils ont jamais été réglés. Mais simplement que le coach, il était pas bon, il était au monde des bisounours, il était perché, quoi. Et il faut savoir amener les gens à voir là où ils ont des zones d'ombre et pouvoir les accompagner à les traverser. Donc voilà, il existe vraiment sur le marché du coaching aujourd'hui, malheureusement. C'est ce que je déplore vraiment. Il existe tellement de centres de formation, tellement d'écoles, tellement de manières d'enseigner ça. Il y a aussi beaucoup de business, hein, il y a aussi beaucoup de clientélisme. C'est-à-dire des écoles qui certifient un peu tout le monde parce qu'ils ont envie qu'on leur mette des bonnes notes sur Google et que les gens repartent contents. Donc il est difficile de s'y retrouver. Faut retrouver une éthique, etc. C'est hyper difficile de se retrouver aujourd'hui dans ce champ-là. Ce qui fait que du coup, c'est compliqué maintenant de pouvoir, dans l'inconscient collectif, à ce que les entreprises puissent se dire « Ah bah oui, génial, on va faire appel à du coaching », alors qu'en réalité, pour moi, ils en ont ultra besoin. Mais le problème, c'est que oui, on va faire appel au coaching, mais on va avoir un gars ou une nana qui va venir complètement perché, nous être au monde des bisounours, ou dans le pire des cas, nous parler de ces vibrations. J'ai ressenti chez vous des vibrations parce que niveau vibratoire, peut-être que dans votre vie, vous avez... Et là, on part sur des trucs complètement ésotériques. J'ai rien contre l'ésotérisme, s'il y en a qui aiment, pourquoi pas, mais là pour le coup dans le monde du coaching et de l'entreprise ça n'a pas sa place, c'est clair. Oui. Donc il faut revenir sur des choses très pragmatiques, sur ce qui se passe sur les relations humaines, respecter les croyances et les modèles du monde de chacun et pas ramener ses propres croyances. Quand je dis que ça n'a pas sa place, on n'a pas à venir amener ses croyances dans le coaching, mais voilà, malheureusement il y a plein de dérives qui existent. D'où les rapports de Miviludes, de lutte anti-secte, qui reçoivent énormément aussi apparemment, sur les derniers rapports je sais plus comment on appelle ça, des saisines, c'est-à-dire des gens qui se plaignent, parce que à la fois le monde du coaching et du développement personnel, ça apporte tellement de bien qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, mais compte tenu qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, il y a de plus en plus de dérives qui existent aussi. Okay. Donc c'est sûr que c'est pas évident d'arriver à s'y retrouver. Oui, je comprends bien. Mais en tout cas, il y a des outils clairs. Néanmoins, il y a la PNL, il y a l'analyse transactionnelle. Après, il faut avoir aussi le bon expert qui sait avoir le bon usage de tout ça. Et... Oui, après, les outils eux-mêmes, ils sont... la PNL, ça n'a pas eu d'agrément scientifiquement prouvé. Hein. Donc, malheureusement, c'est quand la PNL a existé, elle est tombée très, très vite dans la commercialisation de séminaires, ce qui fait que les universités
comme les disciplines, je pense à la sœur jumelle de la PNL qui serait la TCC par exemple, les thérapies comportementales et cognitives. C'est resté pour les psys. Donc il y a eu beaucoup par exemple d'études scientifiques parce que c'est resté dans le champ universitaire. Comme la PNL est sortie du champ universitaire très très tôt pour aller se vendre dans des organismes de formation privés comme des séminaires, les universités, enfin il n'y a plus de financement fait pour faire des études, donc très très peu d'études sur la PNL, avec malheureusement quelques aspects de la PNL qui ont été étudiés, qui ont été invalidés scientifiquement. Je pense au mouvement oculaire, moi que j'enseigne pas trop parce que je sais que c'est assez controversé et beaucoup d'études montrent que c'est faux. Donc du coup, la PNL a eu beaucoup de discrédit parce qu'il y a eu des techniques qui n'ont pas fonctionné. Il y a eu également un langage dans les ouvrages de la PNL qui a discrédité la discipline, comme Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, derrière la magie, la programmation linguistique. Ah bon, bah c'est de la magie, donc voilà. Donc il y a eu tout ça qui a beaucoup discrédité la discipline. Néanmoins, il y a quand même des études scientifiques qui existent sur certaines techniques qui sont bien, mais effectivement, il y a voilà, comme je disais, le champ de la psychologie, c'est quand même assez nouveau. Je pense qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'études, beaucoup de recul. Il faudrait trouver les finances pour vraiment approfondir tout ça, pouvoir faire des études scientifiques qui sont faites avec des gens très bien formés, parce que si c'est avec des gens qui sont certifiés, mais où les écoles qui les ont certifiés ont fait du clientélisme et ont fait un peu ça avec des gens qui font ça pas génial, ça fait pas des super résultats non plus. Donc c'est compliqué, mais en même temps c'est un chemin nouveau. Et moi je pense que voilà, je suis quand même assez, j'essaie en tout cas de rester positif, à me dire que dans l'humanité, il faut que tout ça prenne sa place, les systèmes se régulent, évoluent. Mais de ce que je constate, c'est que quand c'est bien utilisé, ça fait tellement de bien et les gens sont tellement contents que... Ouais, il y a bien un cercle vertueux qui s'installe et de façon évidente et incontournable. Écoute Jordi, je te remercie 1000 fois pour cet échange. Avec grand plaisir. J'ai adoré. J'ai beaucoup appris. Je pense que si je dois retenir quelque chose, c'est quand tu dis d'inconscient à inconscient, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup parlé. Je ne savais pas quand les inconscients des gens pouvaient interagir. Là, j'ai appris quelque chose sur laquelle je vais méditer les prochaines semaines. Ça me donne de la matière. Je trouve ça hyper intéressant. Je suis encore plus convaincue de l'importance de la communication dans tous les milieux. Je comprends l'enjeu et je te remercie pour les outils que tu m'as donnés, que tu nous as tous donnés. Avec grand plaisir. Voilà. Faut continuer à travailler sur soi, c'est une certitude, mais pas uniquement travailler sur soi. Il faut que ce soit au service du groupe, de la société. C'est là où ça prend son sens. Absolument. C'est là où c'est là où ça prend son importance pour tout le monde. Absolument, parce qu'on ne peut pas travailler que sur soi tout seul. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous permet de prendre conscience de nos méconnaissances, justement? C'est la relation aux autres, la relation à l'intimité, la relation au groupe. C'est ça qui nous permet d'avoir un regard rétroactif sur nous-mêmes. Mais si on est soit tout seul à se dire je travaille sur moi parce que je médite, alors au contraire, la méditation c'est super, ça développe plein de choses très très bonnes dans le cerveau, c'est super, mais au niveau vraiment de la prise de conscience de soi-même, c'est par la relation qu'on prend conscience de l'impact qu'on a sur les autres, sur le groupe, sur le monde. Je pense qu'on est au début des connaissances, c'est-à-dire que l'impact neurologique ou de ces choses-là, d'une relation fluide, comment ça se manifeste neurologiquement sur le cerveau de la première personne et de la deuxième personne. Je pense que ce sont des choses qu'on commence à explorer, qui sont difficiles peut-être à mettre en évidence tout de suite, mais que l'état actuel de la science ne le permet pas, mais très probablement tout ce qu'on a comme impression et tout ce qu'on met en évidence en pratique, on pourra probablement s'en rendre compte
sur le plan neurobiologique. Oui, mais en fait, j'ai envie de te dire, on le voit déjà très bien au niveau des neurosciences, on le voit vraiment. Hein. Quand on parlait, je refais la parenthèse, tu parlais d'inconscient inconscient pour donner quelque chose de très pragmatique, très neuroscientifique et factuel. Quand vous avez quelqu'un qui arrive sous stress, donc avec vraiment dans son cerveau des décharges de cortisol, etc., d'adrénaline et de cortisol sous stress, automatiquement, donc la personne, elle va avoir une posture relationnelle un peu plus insécurisante, un manque de synchro, manque de rapport, etc. Ça a complètement un impact sur le cerveau de la personne qui reçoit. Hein. C'est-à-dire que la personne qui reçoit, elle va avoir son système nerveux sympathique qui va monter, elle va avoir elle aussi du cortisol, c'est-à-dire qu'il y a une contamination complètement observable de manière très très factuelle au niveau neuroscientifique et au niveau hormonal. Ça se voit. Donc c'est pas de la, et ça justement moi j'ai adoré aussi me former un petit peu justement en neurosciences parce que tout ça je le savais, mais du coup un côté très théorique. Ouais. Alors pas intuitivement, mais je m'étais déjà formée, oui, mais je le savais du côté théorie. Mais là, avec les neurosciences, ça de voir consolide les connaissances. Mais en fait, dans le cerveau, c'est vraiment ça qui se passe. Ça mettait des mots vraiment très factuels et neurophysiologiques sur des choses que j'avais apprises dans les disciplines que j'exerçais, mais qui pour moi étaient de l'ordre de la philosophie, de la théorie. Et je me disais, oui, ça doit être de la croyance, si on se synchronise que la personne... Non, c'est pas une croyance factuellement. Oui. Quand on se synchronise à quelqu'un, il y a les neurones miroirs qui se mettent en place dans le cerveau de l'autre. Il y a l'amygdale qui, du coup, commence à s'apaiser. Le système parasympathique qui commence à revenir un petit peu et à calmer le sympathique trop excité. Du coup, le cognitif va pouvoir se mettre plus en place. Enfin, il y a plein de choses qui, factuellement, se démontrent et s'observent. Donc, c'est pas de la philosophie. C'est très inspirant. On en parler, donc si tu veux, dans une autre émission, quand tu veux, Jordi. Mais oui, avec plaisir. Je parle beaucoup, j'ai tellement envie de partager. Mais moi, je te garderai encore des heures, c'est pas le problème. Je t'invite à le poursuivre parce qu'on pourrait partir encore des heures sur tellement de sujets. C'était un énorme plaisir, Jordi. Merci pour ta générosité, pour ta passion quand tu parles. Juste avant de partir, je dis pour les gens qui m'entendent, j'ai une chaîne YouTube Jordi Turc, TURC, voilà, et j'ai mon école activepnl.com s'il y en a qui veulent se former ou faire appel à moi en tant que coach des entreprises qui peuvent m'entendre avec grand plaisir. C'est comme ça que je t'ai connu et je confirme. Merci encore, Jordi. Merci beaucoup, Iman. Au revoir. Merci, au revoir. Un énorme merci à Jordi Turc pour ce bel échange et à bientôt pour un nouvel épisode d'Enquête d'accord. À très vite.